Alors effectivement, je suis chercheur à l'IRD, économiste, et la présentation a été préparée avec mon collègue Pierre-Olivier Pétral du laboratoire Eden à l'Université Mendès France de Grenoble. Ce travail est lié en partie à une étude que nous menons sur la géopolitique du climat et en liaison avec des partenaires internationaux et aussi une grande entreprise qui est EDF International. La plongée que je vous propose maintenant dans quelque chose qui est vraiment beaucoup plus macro par rapport aux présentations précédentes a quand même un trait d'union qui me semble assez évident, c'est qu'on parle de politique publique. Et comme depuis hier, on a fait le constat que la politique était un élément particulièrement important du développement durable, je me sens donc relativement à l'aise pour prendre la suite de mes collègues sur la politique publique, la prise de décision publique, mais à un niveau très global, puisque je serai dans le régime climatique international, donc c'est vraiment du très global. Je m'appuie dans ce colloque francophone sur un concept anglophone. Alors, je vous prie de m'en excuser. Dans le papier, on a mis au maximum ce fameux Climate Policy Space sous la forme de l'espace de la politique climatique. Cela dit, le concept, il faut le reconnaître, il nous vient des anglo-saxons. Pour tous ceux qui s'informent, travaillent ou fréquentent les questions climatiques mondiales, ne seront pas étonnés puisque actuellement le jargon du développement durable et de la politique climatique, il est très largement anglophone. Comme chez les entomologues, on a le latin et chez les diplomates au XIXe siècle, on avait le français. Nous sommes obligés de passer par pas mal de jargon anglophone. Pour autant, dans la présentation, je vais essayer de l'éviter. Alors, j'espère que vous accepterez quand même qu'il y ait cette espèce de synonymie entre Climate Policy Space et l'espace de la politique climatique, l'espace où se déploie la politique climatique. En français, nous, dans le papier que vous pourrez trouver sur le site, on utilise l'espace de la politique climatique nationale. Par les temps qui courent, le mot national a parfois de mauvaises résonances. C'est simplement pour montrer cette espèce de tension entre le national et l'international dans la prise de décision politique. Et c'est en ce sens que je me différencierai peut-être un petit peu du niveau de réflexion qu'ont proposé mes collègues tout à l'heure. Alors, effectivement, du régime climatique comme un espèce de grand dispositif mondial qui a une compétence certaine par rapport à nos soucis de développement durable, du régime climatique au politique. Donc, l'enjeu de durabilité est évident. Ce qui est certain, c'est qu'on se trouve face à un contexte où il y a, à mon avis, moins d'incertitudes scientifiques, mais par contre beaucoup d'indécisions politiques. Si vous avez suivi un petit peu les avatars de la conférence de Durban les semaines passées, je pense que vous partagerez mon point de vue. Donc beaucoup d'indécisions politiques, en plus des politiques qui sont instables, je veux dire par là qu'elles varient dans le temps. Regardez un peu ce qu'il en est des idées de taxe carbone, par exemple, en France, oui, mais aussi en Australie. Pour ceux qui ne savaient pas, l'Australie vient d'adopter une taxe carbone cet automne, alors que la France fait patiner son projet de taxe carbone. Donc, instabilité des politiques, disparité aussi des politiques entre les États. On a une batterie d'outils qui semble rationnellement pouvoir être mis en œuvre. Dans certains endroits, on le met en œuvre, dans d'autres, il y a des oppositions farouches, et je ne parle pas que du monde des pays industrialisés avancés, ceux qui, selon l'expression consacrée, ont une responsabilité historique. Dans les pays en développement aussi, il y a toute une gamme
d'attitudes et de politiques mises en œuvre ou justement non mises en œuvre. C'est là-dessus que porte notre réflexion. Le contenu des politiques, la boîte à outils, c'est maintenant relativement balisé. C'est effectivement pas l'objet de mon intervention aujourd'hui. Mais surtout, comment se forme-t-elle? Par quels compromis, quels arbitrages parvient-on à une prise de décision politique? Juste au passage, pour reprendre la petite image qu'on aime bien dans le développement durable de 3 cercles, comment construire une politique climatique, on pourrait le ramener de façon un peu simpliste à cette articulation entre l'enjeu de développement et les 2 sphères qui sont présentées un peu plus haut. Alors la mitigation ou ce qu'on appelle les efforts d'atténuation des effets du changement climatique, et puis l'adaptation. À la conjonction des ensembles, il y a ce fameux low carbon development chez les anglo-saxons, ce qu'on peut appeler éventuellement de l'économie verte, de la croissance verte et tutti quanti, simplement pour montrer que on a des idées vagues sur les éléments et on essaye d'identifier ou de positionner un peu des conjonctions, des confluences, alors entre atténuation et adaptation, et le fameux développement en dessous. Alors on disait hier, oui, le développement devient aussi un enjeu de pays anciennement industrialisés. Le développement, c'est, pour se situer dans le régime climatique, c'est la revendication des 3/4 de la planète. Donc quel développement face aux enjeux d'atténuation et d'adaptation. Alors, quand on essaye de disséquer un peu cette notion d'espace de la politique climatique, j'indiquais que ce Climate Policy Space est un concept anglo-saxon, donc il est récent. La première identification que nous ayons faite, c'est chez Chang et Hamway en 2005. Vous verrez qu'il y a une masse de publications, enfin raisonnable de publications. Il faut préciser que ça n'a pas été utilisé au départ pour la politique climatique, mais plutôt pour la politique commerciale. Donc, ce que nous avons tenté dans cette démarche, c'est de voir comment l'espace de la politique commerciale pouvait nous inspirer pour comprendre mieux l'espace de la politique climatique. Et il s'agit donc bien, comme je l'indiquais tout à l'heure, de voir un peu le positionnement d'acteurs qui font cette politique climatique et la tension entre les déterminants qui sont externes, qui sont des produits largement du régime climatique mondial, et des contraintes internes qui sont les contraintes économiques et sociales de toute société. Pour visualiser ça de manière très sommaire, je vous propose le schéma suivant. Alors rassurez-vous, ce n'est pas une usine à gaz, parce que dans une usine à gaz, ça rentre à un bout, ça sort par l'autre. C'est un schéma préliminaire qu'on avait tracé dans les étapes premières de notre travail, pour essayer de se dire, bon, finalement, qu'est-ce qu'il y a comme élément qu'est-ce qu'il y a comme élément positionné de façon très simple, sachant que les flèches indiquent bien que il y a des flux dans un sens, mais il y a aussi des rétroactions. Donc, une politique climatique, à notre sens, elle va se déployer dans une espèce de tension entre l'œuf du domestique que vous trouvez sur la gauche, et puis l'international que l'on a positionné sur la droite, les négociations climatiques. Les autres politiques étrangères en haut, c'est le fait que la politique climatique n'épuise pas l'enjeu de la souveraineté des nations lorsqu'elles négocient entre elles, lorsqu'elles se chamaillent, mais
la politique commerciale va avoir éventuellement un impact, une articulation avec la politique climatique. Donc, dans ce schéma, on repère qu'il y a des enjeux de différents niveaux de politique. Il y a des institutions qui se positionnent, des acteurs qu'on appelle acteurs politiques, et lorsqu'on a mis rang 1 et rang 2, c'était parce qu'on s'est dit, oui, finalement, il y a la politique de l'État, et comme vous le suggériez, comme vous le souligniez tout à l'heure dans votre intervention, il y a des politiques locales, différents niveaux de localité, qui comptent, et qui comptent beaucoup. On n'est pas dans un enjeu strictement diplomatique. Les politiques locales comptent beaucoup, nous le verrons tout à l'heure dans certaines des illustrations, parce qu'effectivement, les préférences et décisions d'acteurs s'expriment à différents niveaux, avant d'arriver à un compromis politique traduit nationalement. Alors, sur cette base d'un espace de déploiement de la décision politique, on avait quelques propositions ou intuitions de départ. J'en ai retenu 3 pour simplifier un petit peu. Ces intuitions de départ, c'est de se dire finalement, tout n'est pas homogène. Il y a d'une part l'histoire du régime climatique au cours des 2 dernières décennies, et en particulier, on va le voir dans l'une des illustrations, depuis la mise en œuvre du protocole de Kyoto. L'histoire compte, et elle fait un balisage principal, je dirais, de l'espace de la politique climatique. Un deuxième élément qui sort des textes de la diplomatie du climat, c'est que les pays en développement ont exigé et ont obtenu une position particulière dans le régime climatique, et donc cette position particulière, elle se reflète dans les possibilités qu'ils ont de faire une politique climatique. Et le troisième élément, c'est le fait que finalement, il nous semble que ce sont bien les contraintes internes, domestiques, nationales, qui permettront ou non de déployer une politique climatique plus ou moins ambitieuse, d'utiliser plus ou moins d'outils de la politique climatique. Donc ces 3 propositions, on va les retrouver dans quelques-unes des illustrations que je vous propose. Alors je les ai maintenues de façon assez sommaire parce que notre papier étant assez touffu, je préférais qu'à l'oral, on essaye de voir simplement quelques notions assez générales. Alors pour commencer d'abord par les contraintes internes, et puis on illustrera davantage, je pense, les contraintes externes. Les contraintes internes sur une politique, ça n'étonnera personne. C'est d'abord, cette politique est-elle soutenue? Quelles préférences exprime-t-elle? Quels sont les comportements des acteurs qui permettent le compromis de la politique? Donc, soutien social et politique, mais aussi, et c'est d'autant plus évident pour des pays en développement, une capacité. Quelle est la capacité? Quels sont les moyens de la puissance publique et ses ressources pour, une fois qu'une politique est décidée, la mettre en œuvre? Et finalement, mais ça, je dirais que ça irait de soi dans toute nation, quelles sont les contraintes structurelles, contraintes effet de taille. La politique climatique de la Chine n'est pas celle du Sri Lanka, celle de technologie, de potentiel géographique aussi. Quelles sont les ressources en énergie, par exemple, quels sont aussi les risques qui amènent à privilégier peut-être l'adaptation avant l'atténuation, etc. Donc ça, un réseau de contraintes internes. Dans le papier, vous verrez
deux exemples de contraintes internes, et un développement assez long sur la politique climatique des États-Unis. Dans ce développement sur la politique climatique des États-Unis, ce que nous avons essayé de disséquer, c'est finalement pourquoi, alors que le président Obama est un avocat de la défense un avocat d'une politique de lutte contre le changement climatique, pourquoi n'arrive-t-il pas à la mettre en œuvre ? Alors, il y a un précédent. Effectivement, les États-Unis sont quand même la seule grande nation qui n'a pas ratifié le protocole de Kyoto. Mais Obama, volontariste et prix Nobel, est pris dans un réseau de contraintes qu'on a essayé de mieux identifier, qui font que il n'a pas effectué à Durban le leadership qu'il déclarait dans ses déclarations orales. Et un élément intéressant, c'est donc que les rapports de force internes contre une politique climatique volontariste au niveau national, mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir comment, au niveau interne, c'est des niveaux locaux, des États, des cités, qui, eux, encore de façon minoritaire, poussent pour une politique climatique. Donc, ce qui se fait pour les États-Unis, on peut le faire pour d'autres pays, on l'a fait pour la Chine, pour l'Union européenne. Essayer de voir un peu comment joue ce système de rapport de force de la politique climatique. Si l'on en vient aux contraintes externes, ça découle bien sûr du schéma que je vous avais présenté tout à l'heure. D'abord, la contrainte du régime climatique lui-même, une force légale de droit international, le fameux contrainte de jure sur l'État-nation, avec des engagements. Alors, ce n'est pas uniquement des engagements pour diplomates ou pour juristes, c'est aussi des engagements qui touchent les scientifiques, les ingénieurs, puisqu'il faut pouvoir faire de la mesure, il faut pouvoir déclarer ce qu'on mesure, et in fine, il faudrait pouvoir vérifier comment la politique climatique est efficace pour contrer le changement climatique. Donc l'élément du régime climatique, c'est le premier. Un autre élément, c'est l'intégration plus ou moins grande dans des flux intenses de matière, d'énergie, etc. Ça, c'est par définition un élément de contrainte externe. Et puis un troisième point que je ne fais que signaler ici, c'est la liaison entre plusieurs systèmes de contraintes internationaux. C'est par exemple la liaison entre les contraintes du système de l'OMC, sur le droit du commerce international, et les contraintes sur le système climatique, sur le système de la politique climatique. Je vais prendre une illustration qui me semble assez emblématique de ce balisage de la contrainte du policy space, c'est le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, parce que il définit bien la position de pays développés, industrialisés, responsables en premier lieu du changement climatique, et de pays en développement. Il positionne les pays, mais il positionne aussi leur articulation avec des mécanismes de coopération. Et c'est en ce sens que il est assez emblématique de cette liaison entre l'interne, la volonté politique du pays, et les possibilités offertes par le champ international. Et dans le protocole de Kyoto, je prends plus précisément le mécanisme de développement propre. Je pense que toutes les personnes intéressées par le développement durable au cours des dernières années, de la dernière décennie, ont eu à un moment ou à un autre à rencontrer le mécanisme de développement propre, puisqu'il touche des pays développés et des pays en développement. Ce qui caractérise ce mécanisme, c'est que finalement, il permet d'aller faire du développement dans un pays en développement, de réduire des émissions de CO2 sur la base de ce projet dans un pays en développement, mais que le bénéfice, le crédit, est apporté au crédit de l'acteur
financier qui peut se trouver dans un pays développé, pour le simplifier ainsi. Donc, dans ce mécanisme de développement propre, il y a d'un côté, on pourrait peut-être reprendre l'expression d'un espèce de double bénéfice. Il y a le bénéfice que l'espace de la politique climatique du pays développé, il est moins contraint, puisqu'il y a la possibilité d'aller faire un projet dans un pays en développement. Et de l'autre côté, pour le pays en développement, qui est censé être en demande de ressources, en demande de technologie, etc., il a aussi un élargissement de son espace politique du fait du mécanisme de développement propre. Le bilan sur les 6 dernières années montre que, effectivement, le mécanisme a connu un grand succès. Il y a plusieurs milliers de projets qui ont été validés sur le plan international, mais qu'il y a eu une grande disparité dans l'implantation de ces projets. Autrement dit, certains pays qui avaient une politique, les anglo-saxons disent proactive, pour mettre en place le mécanisme de développement propre, ont engrangé une grande masse de projets. On peut prendre les grands pays émergents, pour chacun en proportion de son potentiel, et en particulier en Asie. Mais la liste elle n'est pas longue, elle est finalement assez courte, des pays qui ont pu non pas monopoliser, mais largement siphonner le mécanisme de développement propre, du Brésil à la Chine, en passant par l'Inde et un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est. À l'inverse, les pays africains en particulier ont été presque tenus à l'écart de ce mécanisme. D'où les débats pour la période post-2012, donc post-Kyoto, sur le recalage de ce mécanisme, et d'où les arbitrages politiques qui doivent être mis en œuvre. Donc, en conclusion à ce stade, conclusion d'étape, puisque c'est une étude qui est en cours, et que, en plus, notre fameux régime climatique, il est en recomposition. Régime climatique et consensus mou, oui, ça c'était un petit peu dans la foulée de ce que j'ai pu observer de loin des négociations de Durban. Vraiment consensus mou sur un minimum, et la contrainte révisable en 2015, c'est effectivement pas brillant. C'est pas brillant, et c'est un petit peu gênant pour ceux qui veulent observer les lignes des politiques, et les agendas qui se mettent en place. On est vraiment dans le brouillard. Pour autant, 2 points qui semblent valider les propositions, et donc permettre de continuer à travailler et à approfondir autour de la notion de l'espace des politiques climatiques. L'aspect de la contrainte endogène pour les pays développés, industrialisés, le cycle PDI, excusez-moi, la contrainte endogène qui montre bien que même si on a des capacités très fortes, l'enjeu du compromis politique, il est majeur. Pourquoi le Grenelle de l'environnement pédale dans la semoule, à mon avis? Pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne parviennent à une mise en œuvre de mesures éventuellement plus vigoureuses que la France en matière climatique? C'est bien au niveau de l'endogène qu'il faut aller le lire. Au niveau de la contrainte exogène, effectivement, ce qui ressort de la dernière décennie, c'est que les pays en développement, au moins un grand nombre d'entre eux, ce n'est pas tous les pays en développement, ont pu profiter du régime contemporain et d'un certain nombre d'éléments exogènes pour étayer et renforcer leur politique domestique. Donc c'est sur ces 2 éléments que nous allons continuer à travailler,
cette notion d'espace de la politique climatique, on espère bien en faire une notion autant francophone qu'anglophone. Je vous remercie. Merci à nos trois intervenants. Nous allons donc faire